Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être plutôt courte et on va parler de l'entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert du pronom IEL qui se veut être un pronom inclusif et un pronom neutre. On va essayer de voir un petit peu tout ce que ça peut regrouper, toutes les questions qu'on peut se poser autour de ce pronom. Et vous allez le voir que je n'ai peut-être pas l'opinion la plus populaire, on va dire, sur les réseaux sociaux et dans certains cercles militants. Alors en réalité, je n'ai pas vraiment de grandes émotions quant au fait que ce pronom entre dans ce dictionnaire en ligne. En fait, je ne suis pas opposée au pronom IEL en tant que tel. Je l'utilise personnellement au pluriel. Au lieu de dire ils et elles, ou au lieu de dire celles et ceux, je peux parfois utiliser IEL au pluriel ainsi que c'est le. Je le fais dans des cercles qui sont plutôt des cercles, on va dire, intimes. Je le fais par exemple sur mon Discord, je le fais lorsque je vais envoyer des messages à certaines personnes que je connais bien. Tout simplement parce qu'en fait c'est une volonté d'être plus brève et tout en maintenant bien évidemment l'inclusion des femmes dans les discours. Voilà. Ce qui me dérange bien évidemment en fait avec le pronom IEL au singulier, c'est que pour moi il n'a absolument aucun sens, étant donné que je me suis déjà exprimée à plusieurs reprises sur le fait que la non-binarité pour moi est en fait un non-sens, étant donné que nous ne sommes pas binaires, personne n'est binaire, le genre étant un ensemble de stéréotypes et de clichés qui ne sont aucunement représentatifs de la réalité. Toutes les femmes ne correspondent pas à 100%, enfin aucune femme en fait plutôt ne correspond à 100% aux stéréotypes et aux clichés attribués aux femmes, pareil pour les hommes, donc en fait tout le monde est non-binaire. Et ça n'a donc aucun sens en fait de le revendiquer comme une minorité, comme une identité qui ne serait pas la réalité pour tous les êtres humains et toutes les personnes de cette planète. Pour moi c'est en fait un non-sens et je ne souhaite pas qu'on continue à alimenter, à nourrir et à légitimer cette revendication identitaire qui en fait se base vraiment sur un renforcement des normes genrées. Voilà. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir toutes les réactions que ça suscite, ce pronom IEL. Et puis surtout, avant même de parler des réactions, le fait que ce pronom soit directement entré dans ce dictionnaire. Bien évidemment, je pense que c'est aussi un coup marketing en quelque sorte. On parle peu des dictionnaires, et là on en parle, en tout cas de ce dictionnaire-là. Et il est évident qu'à l'heure actuelle, avec la forte présence et la grande influence de certains activismes, il est parfois bon, d'un point de vue marketing, ou en tout cas je pense que beaucoup de marques et beaucoup d'institutions pensent qu'il est bénéfique de se positionner en faveur et en accord avec ce que ces activismes exigent, alors qu'en réalité, il n'y a pas, à mon avis, de réelle conviction derrière. Voilà. Tout simplement, l'activisme qui est malheureusement le transactivisme qu'on voit le plus, et toutes les personnes qui vont militer pour ce que j'appellerais une idéologie du genre, qui n'a rien à voir avec le féminisme, qui n'a rien à voir non plus en réalité avec la lutte pour les personnes, la lutte pour les droits, des personnes homosexuelles ou des personnes bisexuelles, ou même en réalité, ce que je pense profondément, c'est que c'est très très éloigné des réelles préoccupations des personnes transgenres et transsexuelles, mais ça c'est un autre débat. Cet activisme-là est très très fort, très très présent et représente désormais quand même une force avec laquelle il faut compter et devant laquelle les marques et les institutions et les groupes s'inclinent très souvent. C'est pas énormément encore le cas en France, mais en fait, si vous regardez du côté des pays anglophones, ça l'est. Et je pense que l'entrée de ce pronom dans le dictionnaire, c'est rien d'autre qu'un petit mélange de ces différentes raisons-là. Voilà. Parce que normalement, lorsqu'un mot entre dans le dictionnaire, en fait, c'est parce que ce mot a déjà été légitimé en quelque sorte par l'usage. Si vous voulez, il y a, comme dans vous savez, il y a l'égalité de droit et l'égalité de fait. Il y a la réalité de droit et la réalité de fait, si vous voulez, un petit peu. Et puis il y a aussi, dans tout ce qui est au niveau de la linguistique et de la langue et de la grammaire et des normes langagières et linguistiques, il y a l'usage et puis il y a la règle, la norme. Et parfois les deux sont assez différentes et assez opposées. Et lorsqu'un mot est en usage mais n'est pas encore dans le dictionnaire, si l'usage est assez fort pour être vraiment quotidien, très très banalisé, très fréquent dans la population, alors le mot peut en général prétendre entrer dans le dictionnaire.
Sauf que là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que ce mot ne fait pas du tout partie du langage de la grande majorité de la population. On voudrait nous faire croire que c'est un mot qui se démocratise, que c'est un mot qu'on voit un petit peu, etc. En fait, non. Très honnêtement, à part quelques personnes qui pensent que c'est génial de mettre leurs pronoms dans leur bio Twitter ou dans leur bio Instagram, et quelques personnes dans le milieu peut-être universitaire qui s'imaginent que c'est en faisant ça qu'elles vont être progressistes et qu'elles vont effectivement participer à l'évolution de la société, personne n'utilise le pronom IEL dans ce sens-là, pour référer donc à des personnes qui se diraient non-binaires. Même pour l'écriture inclusive IELS, qui là n'a rien à voir avec, en tout cas dans mon utilisation et dans la plupart des cas quand je le vois, ça n'a rien à voir avec le fait que des personnes se diraient non-binaires, mais c'est tout simplement pour avoir un pronom pluriel qui permettrait de dépasser enfin cette règle obsolète et fortement misogyne qui est celle de 99 femmes et un homme. Utilisons quand même le pronom il au masculin. Même dans cette utilisation-là, on est peu nombreux à le faire en fait. Pareil pour CELE, CELLEUX, mais même si on va plus loin, malheureusement, il y a peu de gens qui font l'effort de dire celles et ceux, ou de dire il et elle, ou de toujours bien montrer que les femmes sont présentes et parfois sont même présentes en majorité. Tout ça, on va pas revenir dessus parce que c'est un autre sujet un petit peu, mais beaucoup de personnes pensent que c'est la règle et que donc on ne doit pas la discuter, sauf qu'en fait les règles sont faites pour être discutées aussi, et tout le monde pense que c'est une règle immuable, sauf qu'en fait c'est une règle... Non, ce sont des règles en tout cas, cette masculinisation de la langue et cette règle qu'on appelle vulgairement la règle du masculin l'emporte sur le féminin, c'est une règle qui n'est pas immuable, c'est une règle qui est récente et c'est une règle qui a été aussi instaurée parce qu'il y avait derrière des objectifs politiques et des objectifs culturels, voilà, tout simplement. Pareil pour le terme autrice, hein, on va pas revenir là-dessus, mais en fait c'est un terme qui soi-disant écorche encore les oreilles de certains et certaines, alors qu'en fait c'est un mot qui existait et qui a été tout simplement supprimé, parce qu'on voulait aussi supprimer les personnes, enfin les femmes, pas les personnes, les femmes du monde de la littérature. Et vous voyez, ça c'est intéressant, hein, juste pour revenir là-dessus concrètement, mais en fait on efface les mots, parce qu'effacer les mots, ça contribue aussi à effacer la réalité derrière, à invisibiliser, ça empêche les gens de se regrouper, ça empêche tout simplement de théoriser, de partager sur une réalité, parce que quand on n'a pas de mots, très difficile de réfléchir et très difficile de partager sur une réalité. Et c'est ce qu'on est en train de faire, je vous le rappelle, avec le mot femme et avec le mot sexe et réalité biologique. Mais bon, bref. Donc on est très peu en fait à faire cet effort-là de réelle écriture inclusive, qui est en fait l'écriture telle qu'elle devrait être, parce que c'est celle qui correspond à la réalité, et ce n'est pas une écriture moins pratique, et ce n'est pas une écriture moins logique, et ce n'est pas une écriture plus éloignée de la réalité, au contraire en réalité. Donc, on est déjà très loin en fait d'utiliser correctement l'écriture inclusive pour tout simplement donner aux femmes la place redonner aux femmes dans les discours la place qu'elles occupent dans la réalité. Mais alors si on parle vraiment du pronom IEL pour la non-binarité, personne ne l'utilise. Alors pourquoi le faire entrer dans le dictionnaire? Là on a vraiment une volonté marketing, mais aussi derrière, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette volonté marketing répond en fait à une volonté politique de la part de certains lobbies ou de certains activismes ou de certains groupes. Et c'est ça qui est quand même assez inquiétant et qui peut quand même questionner. Après, bien évidemment, on ne va pas s'empêcher de remarquer que c'est une décision qui a retenu l'attention d'un certain ministre, que je ne citerai pas, mais qui préfère taper sur l'écriture inclusive et taper sur des réformes, c'est même pas une réforme, taper sur des inclusions dans un dictionnaire en ligne, plutôt que de s'intéresser aux réelles problématiques scolaires, et qui préfère tourner en fait le dos à des responsabilités et ne pas assurer le bon fonctionnement de nos institutions scolaires. Voilà. Il est toujours plus facile de palabrer pendant des heures sur un pronom et sur une pseudo-écriture inclusive qui serait absolument terrifiante et qui compliquerait tout pour nos enfants et qui rendrait impossible la réflexion et qui détruirait la langue française, alors qu'en fait c'est une modification qui a été apportée récemment à la langue française et qu'en plus ça détruit la place des femmes et ça transforme la réalité. Donc c'est bien évidemment un point qui est extrêmement intéressant, cette question du pronom. Pourquoi rentre-t-il dans ce dictionnaire? Va-t-il rentrer dans d'autres dictionnaires? Pourquoi celui-ci et pourquoi pas d'autres mots bien plus utilisés? À quel moment en fait certains groupes ont
qui a assez d'importance pour justement en arriver là? Pourquoi veut-on nous faire croire que c'est un pronom qui se démocratise alors que ça n'est absolument pas le cas? Pourquoi personne n'a le courage tout simplement de s'interroger sur ce que c'est vraiment le genre et sur ce que c'est vraiment la non-binarité? Pourquoi? Mais ça nous le savons tous, bien sûr, certains et certaines politiques préfèrent se concentrer là-dessus au lieu de se concentrer sur les réelles problématiques liées à la langue, à l'accès à la langue, à la maîtrise de la langue dans notre pays, à la place des femmes, à ce que c'est réellement en fait que l'écriture inclusive, tout simplement. Voilà. Tout ça, ce sont des questions éminemment importantes et j'avais envie de venir un petit peu, voilà, recadrer peut-être, alors pas recadrer le débat, mais j'avais envie de venir vous en parler pour vous donner bien évidemment mon avis sur ce pronom. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'importe vraiment, c'est que je trouve que ça décrédibilise encore l'écriture inclusive et que ça vient à nouveau voler un combat aux femmes. C'est-à-dire que l'écriture inclusive, à la base, c'est quand même des propositions tout à fait cohérentes, tout à fait logiques, certes qui changent beaucoup, certes qui déstabilisent. L'écriture inclusive, c'est vraiment, par certains aspects, un petit bouleversement de la langue. Mais en réalité, lorsqu'on se penche dessus et qu'on ose regarder le pourquoi de cette écriture inclusive et la réalité et la réelle histoire et les réelles évolutions de la langue, on se rend compte que l'écriture inclusive n'a rien de saugrenu, n'a rien de loufoque et ne vient en aucun cas détruire la langue française. Et on oublie là, avec ce pronom Yel, il me semble, en tout cas, il y a encore des gens qui concourent à venir rendre ridicule, à ridiculiser le principe même d'écriture inclusive. Bien évidemment que quand on voit ça, après, forcément, on va se dire l'écriture inclusive, c'est vraiment la porte ouverte à tout, c'est purement idéologique, etc., etc., etc. Alors idéologique n'est pas un gros mot hein, d'ailleurs, juste pour préciser, mais en fait venir dire qu'il n'y a quand même aucune logique derrière le fait que 99 femmes plus un homme ça devienne il, que ce soit toujours les ouvriers et pas les ouvrières et les ouvriers, que ce soit toujours les hommes et pas les hommes et les femmes ou les femmes et les hommes, que ce soit toujours... Bref, vous voyez ce que je veux dire, toujours au masculin, qu'on oublie le fait qu'il y a eu, par exemple, des mots comme autrice, qu'il y a eu la règle de l'accord de proximité qui était en vigueur, qui était utilisée par des auteurs tels que Racine. Tout ça, ce sont des choses importantes, ce sont des choses qui, bien évidemment, sont également ancrées dans un féminisme, qui est une idéologie, tout à fait, mais ce sont aussi des choses, enfin des éléments linguistiques, des éléments de langage, des éléments de syntaxe, des éléments de grammaire, des éléments parfois de conjugaison, qui reposent dans une réalité tout à fait objective. Il y a des femmes et des hommes, il y a plus de femmes que d'hommes, et qui repose aussi dans une histoire de la langue qui est méconnue, mais parce qu'elle est surtout cachée. Et là, avec ce pronom Yel et tous les pseudo-débats qu'il va y avoir autour de ça, et la myriade de pronoms qui existent, parce que vous croyez que le pronom Yel est le seul pronom qui existe, détrompez-vous, allez faire un tour sur TikTok et sur certains Instagram et sur certains Twitter, vous serez surpris, il y a autant de pronoms qu'il y a de genre apparemment. On vient décrédibiliser encore une lutte qui à la base est effectivement une lutte pour la visibilité des femmes, pour la représentation des femmes et pour redonner la place, comme je l'ai dit dans le discours, aux femmes qu'elles occupent déjà dans l'histoire et dans nos sociétés. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me dérange, c'est quelque chose qui m'énerve, et c'est pour ça que j'avais aussi envie de venir vous en parler. Après, on peut aussi se poser et s'interroger sur est-ce que la langue française et les langues romanes, en tout cas en général, sont un petit peu... sexiste, même si une langue ne peut pas vraiment être sexiste, et bien évidemment l'utilisation et les modifications qu'on apporte à la langue qui le sont. Mais ça, ce sont des questions extrêmement intéressantes, mais en fait, il y a aussi d'autres langues qui le sont encore plus. Par exemple, en français, le pronom je, c'est un pronom qui, de base, est effectivement neutre. Je, tel qu'il est utilisé indifféremment du fait que le je est une femme ou est un homme. Il y a des langues où le je n'est pas le même si c'est une femme ou si c'est un homme. Pareil pour le tu. Tout simplement en arabe, enta, enti, c'est pour les hommes et pour les femmes. En japonais, il y a des façons de dire je qui ne sont en général jamais utilisées par les femmes. Par exemple, boku, bokua, ça n'est jamais utilisé par des femmes. Donc, il y a, je trouve aussi, parfois une vision de la langue qui est criante d'ignorance quant à la pluralité de toutes les langues et à toutes les modalités d'expression du sexe et du genre, mais maintenant le genre veut dire tout à fait autre chose, donc on va rester sur ça, dans la grande diversité des langues qui existent.
et ça c'est dommage, voilà. Donc j'avais envie de venir vous en parler, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, toujours dans le calme et le respect et avec des arguments construits, et dans ce cas-là aucun problème, votre commentaire sera visible, sinon votre commentaire ne le sera pas et il ne faudra pas vous demander pourquoi, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez ou si vous voulez, parce que si vous êtes sur cette chaîne, je me dis qu'il y a des chances pour que vous vous intéressiez à la littérature. J'ai aussi une chaîne littéraire et un compte Instagram littéraire. Je vous dis à très bientôt.